Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Contes des mille et une vies ou récits d'une quête identitaire. Aujourd'hui, je vais partager un petit bout de coucher de soleil avec vous à travers un beau chêne et des champs. Alors, donc poursuivons l'épisode précédent qui était d'arriver à kinésithérapeute et de décider de partir du cabinet de Cas d'Olive et de La Ciotat. Donc pour revenir un tout petit peu en arrière, j'ai décidé d'habiter à La Ciotat, parce que c'était une ville au bord de l'eau et que j'adore la mer, mais aussi c'était par amour à l'époque. J'avais rencontré quelqu'un et donc voilà, j'avais trouvé un appartement et puis c'était quelqu'un qui était encore aux études, donc pour moi ça me posait aucun problème de l'héberger pendant qu'il faisait encore ses études, puisque moi j'avais un travail et il n'y avait aucun souci. Sauf que ça n'a pas duré longtemps en fait, et ça m'a évidemment détruite en fait quand ça s'est arrêté. Puis je me suis rendu compte que j'étais allée dans cette ville finalement que pour cette personne, même s'il y avait la mer, ça ne suffisait vraiment pas. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à travailler du coup sans avoir cette relation dans une ville où je connaissais pas grand monde en fait, pratiquement personne, que j'ai eu cette sensation, déjà forcément de la rupture, il a fallu faire tout un deuil, etc. Mais c'était surtout après cette sensation de m'enterrer. J'avais vraiment la sensation d'avoir mis les deux pieds dans la tombe en fait, en prenant cet appartement et puis en travaillant tous les jours dans ce cabinet. Alors pour certains ça pourrait être une réussite, un accomplissement, et pour moi c'était horrible en fait. Je me sentais me couper de la vie petit à petit, malgré tout ce que m'apportaient mes patients, malgré tout l'amour, la compassion, les bouts de vie partagés qui me remplissaient quand même. Mais c'était vraiment pas suffisant. Et au fond de moi, j'avais un manque énorme et un manque de sens aussi énorme, parce que c'est là que je me suis rendu compte, j'avais fait le calcul, même en gagnant, je crois que je gagnais 3 000 € par mois, même en gagnant ça, en multipliant par 12, donc pour faire sur un an, puis sur 50 ans ou 40 ans, je crois que j'avais même pas assez d'argent pour me payer une maison dans le sud. Ou alors, si, mais voilà, au bout de 40 ou 50 ans, j'aurais fini de la payer. Et puis après, j'étais dans mon époque où j'étais outrée de me dire que même après une fois avoir payé ma maison, il fallait que je paye des taxes pour pouvoir respirer dans cette maison, qu'elle serait jamais à moi. Et j'étais outrée à cette époque-là, et je me disais, je voyais déjà l'ampleur du système qui se profilait devant moi et l'ampleur du piège en fait. Moi je sentais ça comme un piège. Et je sais qu'on n'a pas pour habitude de remettre en question ce système qui est établi, qu'il faut travailler pour pouvoir se payer à manger et un toit. Et moi, ça me dépassait parce que je me sentais pas capable de travailler toute ma vie pour pouvoir avoir un toit. Et au fond de moi-même, j'estimais que tout le monde devrait avoir droit à un toit décent sans que ça dépende d'une capacité de travailler. Voilà, parce qu'il y a tout un tas de choses, on le verra par la suite, mais il y a tout un tas de paramètres qui peuvent empêcher quelqu'un d'être apte au travail ou en tout cas déjà de trouver quelque chose qu'il peut faire. Et en attendant, qu'est-ce qui se passe ? En attendant qu'on trouve notre voie, par exemple, si on est apte au travail. Et si c'est impossible de faire autre chose parce que c'est trop douloureux. Il y a des gens qui vont pas me comprendre. Je le sais. Parce qu'il y a des gens qui comprennent pas, qui arrivent pas à comprendre la souffrance que ça engendre. Pour beaucoup de gens, c'est supportable, c'est juste un manque de volonté. Mais ces gens-là, malheureusement, pourront pas trop comprendre la suite de tout ça. Ni ma vie, au final. Et je me sentais complètement prisonnière et complètement enfermée et en train de me zombifier en fait, en train de me momifier, de mourir. Littéralement, j'avais cette impression-là. C'est suite en même temps à cette rupture et que finalement j'ai décidé d'aller voir l'hypnothérapeute de Sanary et en même temps du coup pour régler ce problème qui s'était encore plus accentué suite à la rupture, ce problème de troubles du comportement alimentaire. Et donc dans cette période-là où j'étais vraiment pas bien,
J'ai eu la chance d'habiter donc pas très très loin de la meilleure amie de ma maman, Caroline, que je salue, et qui à l'époque m'a dit écoute Chloé, t'es jeune, t'as 21 ans et t'avais des rêves en fait, il y a des choses que tu voulais faire, tu voulais être vétérinaire, est-ce que tu voudrais pas voir avec les animaux ce que tu pourrais faire? Je regardais sur internet effectivement comment aller en contact avec les animaux, comment soigner les animaux, etc. Mais je trouvais pas. C'était des pompes à fric ou alors des endroits de bénévolat mais où on devait payer énormément et où on faisait pas grand chose au final. Enfin, je trouvais pas ce qui me convenait, quelque chose qui, voilà, que j'avais vraiment envie de faire et qui m'appelait. Donc ça, on le garde au chaud. Mais en fait, cette petite voix de Caroline, oui, c'est ça qui m'a fait vraiment me déclencher par rapport à ça et me dire effectivement, elle a raison, il faut que je trouve quelque chose en rapport avec les animaux parce que je peux pas rester à cet état de zombie. Et donc, suite à ce grand travail avec Marianne Sanari, donc, j'ai décidé de partir chez ma maman et d'arrêter mon travail à Cas d'Olive et donc d'accepter temporairement de me retrouver chez ma mère. Bon, il faut savoir que elle était partie quand j'avais 15 ans et demi. Elle est partie en Afrique, donc moi je suis allée chez mes grands-parents vivre. Donc en fait, d'aller finalement chez elle aussi, c'était en quelque sorte finalement la retrouver parce qu'elle était revenue avec ma petite sœur. Et donc je pense que j'avais vraiment besoin, en tout cas, de les retrouver parce qu'elles m'avaient énormément manqué. Voilà. Et puis j'avais besoin de me retrouver. Je disais, j'avais besoin quand même d'être dans une tanière, en sécurité, bien dans un trou. Je voulais me retrouver dans un trou où on me laisse tranquille et où je prends le temps de respirer et de vivre déjà. Bon. Oui, j'avais besoin d'ajouter aussi que j'ai une partie de la famille dans le sud et malgré le fait que j'ai essayé de leur transmettre mon mal-être par tous les moyens, en fait de leur part j'avais pas de réaction, pas forcément de soutien. Pour eux, c'est comme si c'était une passade, que j'allais pas très bien, mais que ça allait aller, vu que de toute façon, j'étais la plus forte de la famille, etc., etc. Voilà, c'est l'excuse qu'ils m'ont donnée, en tout cas, qu'ils ont pas vu, ou que, voilà, ils pensaient pas que c'était si pire que ça, alors que pour moi, j'avais tout fait pour leur dire, pour leur montrer que j'avais besoin d'aide, etc., mais je leur ai un peu laissé le bénéfice du doute pour cette fois-là, mais on verra que par la suite, il y aura plus de doute possible. Mais donc voilà, c'est pour ça aussi ça a participé à mon départ vers ma mère. Donc là-bas, une fois arrivée à Nantes, donc déjà ça a été le coup de foudre pour cette ville. C'était tout ce que j'avais jamais vu dans une ville ou jamais senti en fait. Une ville magnifique avec un château en plein milieu de la ville avec des douves où on pouvait librement s'asseoir autour, des rues très propres, faut le dire, des gens hyper polis qui laissent passer au passage piéton, etc. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. Quand j'ai appelé la sécurité sociale, les gens étaient gentils, les mairies, les gens étaient gentils, alors que dans le sud, c'était, en tout cas, moi, de mon expérience, c'était totalement l'inverse, totalement différent. On se faisait jeter à chaque fois qu'on appelait la sécurité sociale, ou enfin bon, bref. Alors que là, voilà, tout le monde était gentil, donc j'ai adoré cette ville. Et aussi l'ouverture d'esprit qu'il y a ici et le côté artistique qui est vraiment de partout dans cette ville. Ça se voit que l'art est encouragé sous toutes ses formes. Il y a beaucoup de street art, voilà, avec les machines de Lille, etc. C'est vraiment magnifique et ça fait rêver en fait. Tout fait rêver, je trouve, dans cette ville. Chaque année, il y a le voyage à Nantes avec une ligne dessinée sur les pavés qu'on peut suivre pour aller de pièce artistique en pièce artistique, de sculpture ou de sculpture éphémère ou de choses comme ça, ou d'aires de pique-nique ménagées exprès pour l'été. Enfin, tout pour que les gens se sentent bien, en fait. C'est vraiment chouette. Et aussi, c'est une ville très... comment dire ? On sent que même si on a peu de moyens, on peut être... bien dans cette ville parce que les prix sont très raisonnables. Aller au cinéma, c'était beaucoup moins cher que dans le sud. Prendre les transports en commun. Enfin, voilà. Je trouve que c'est une ville où il fait bon vivre.
Et voilà, il paraît que maintenant ça serait un peu dégradé. Mais pour l'instant, moi, j'ai pas vu ça, en tout cas. Ou en tout cas, ça me choque pas, ayant vécu dans différents endroits sur la planète, ça me choque pas du tout pour l'instant. Donc je suis contente parce que récemment, j'ai retrouvé Nantes et j'ai vraiment compris que voilà, en France, si je devais être quelque part, en tout cas, c'était autour de Nantes. Parce que les gens, là-bas, il y a une connexion qui se fait entre les gens qui n'est pas ailleurs, en fait. Enfin, en tout cas, moi, que je ne ressens pas ailleurs. Donc voilà, j'arrive dans cette ville, donc je continue à faire des remplacements, je vois que ça ne va quand même pas, malgré le fait que je fasse très peu de remplacements, par exemple 1 mois, me reposer 3 mois. Et donc là, ça s'accentue, mon mal-être. Et s'il y a quelque chose que j'ai oublié de dire aussi, c'est que quand j'étais à La Ciotat, je bavais littéralement devant les photos de mes amis kinés qui étaient partis à La Réunion pour être kiné en fait. Et moi ça m'appelait tellement, moi qui suis fan de me baigner, enfin de la mer, de pays tropicaux, de climat tropical. C'est vraiment le climat qui me convient. Moi c'est un climat chaud. Chaud et humide et voilà, un climat tropical où tout pousse en fait facilement. Bref. Pour moi, c'est le rêve. Et donc, j'étais mais vraiment... j'étais là, mais quelle chance. Et ça, c'est vraiment déjà rien que c'est un indice. Quand vous dites devant des gens, mais quelle chance, mais j'aimerais tellement, etc. C'est vraiment... En fait, c'est ce que je vous encourage à faire parce qu'au fond de vous, c'est ce qui vous appelle, mais que vous n'osez pas réaliser ou vers quoi vous n'osez pas aller parce que vous pouvez aussi, en fait. Il n'y a rien qui, concrètement, qui vous en empêche parce que tout peut trouver une solution, quoi. Enfin, on peut trouver des solutions si on veut vraiment aller quelque part, par exemple, c'est possible. Et à un moment donné, voilà, d'être arrivée après à Nantes, et ben je me suis dit une des premières choses que je vais faire, c'est partir. Il y avait des amis qui partaient à La Réunion, justement, rejoindre d'autres amis kinés, et je me suis greffée au voyage parce que j'avais trop envie, en fait. J'avais trop envie de découvrir ces pays tropicaux, enfin cette île en tout cas. Donc premier goût de l'âge adulte, parce que j'étais déjà allée étant enfant en Guadeloupe, etc. Mais premier goût de l'âge adulte, libre, totalement libre de faire des randonnées, d'aller se baigner, de manger local, etc. D'écouter de la musique, enfin totalement libre de faire ce que je voulais. Sur une île tropicale, c'était génial. Juste extraordinaire. Bref, donc je suis rentrée. Après cet épisode-là, je me rends compte que je suis passée tellement vite sur La Réunion. Donc pour décrire vite fait, parce qu'il y a quand même aussi une étape importante à l'intérieur. Donc j'étais arrivée chez des amis kinés qui avaient une grande maison, qui avait récupéré plein de canapés chez Emmaüs. On était vraiment en mode hippie, peace and love, vraiment, voilà, à faire des barbecues créoles, à tout préparer avec le piment, tout bien coupé en petits dés. Enfin, toute la cuisine créole, c'était tellement bon. On est allé faire une randonnée pour aller jusqu'au cratère du Piton de la Fournaise. Voilà, et puis en fait, j'avais rencontré ma meilleure amie à Nantes, Gaëlle, et il s'est trouvé qu'on était au même moment à La Réunion. Elle avait une mère créole et un papa métropolitain, et il m'avait invité une semaine chez eux, donc j'étais allée la dernière semaine chez elle, et en fait là, on était sortis danser, et c'est là que j'ai rencontré donc un Réunionnais avec qui je suis sortie et donc avec qui il va y avoir une histoire qui sera vraiment l'histoire pivot, on va dire, de ma vie, qui va tout faire vriller, on va dire. Donc accrochez-vous, on parlera de ça un peu plus tard. Et puis ensuite, que s'est-il passé ? Donc avant, je cherchais toujours un rapport avec les animaux, donc là, et je trouvais pas vraiment ce qui me convenait. Et puis, dans tous les cas, je me sentais pas vraiment d'aller dans un pays étranger et de parler anglais, surtout, parce que dans tous ces stages, on parlait anglais. Et moi, c'était ma phobie, c'était une phobie sociale, vraiment, de parler anglais. C'était, s'il y avait une personne qui me demandait dans la rue en anglais où était je sais pas quoi, je devenais toute rouge, je faisais des signes et
je pouvais pas sortir un mot, alors que j'étais pas forcément nulle en anglais pourtant, mais j'ai toujours eu honte de parler en fait, vraiment une honte, une phobie sociale, c'est comme une phobie sociale vraiment. Et je me suis dit il faut que je dépasse ça en fait pour pouvoir partir, pour réaliser mes rêves. C'est la première chose à faire, c'est de dépasser cette phobie de l'anglais. Et je cherchais quoi faire et je me suis dit je vais partir avec quelqu'un. Ça m'encouragera petit, on dit step by step, il faut pas tout faire d'un coup, il faut essayer de mettre des petits cailloux, des étapes franchissables qui sont concrètes et qu'on peut réaliser avant de sauter dans le grand bain. Donc comme j'ai dit, j'ai commencé d'abord par la France avec la Réunion, et puis après je voulais partir à l'étranger, parler anglais, mais pas toute seule. Donc j'ai demandé, j'ai posté sur Facebook, qui c'est qui veut partir avec moi en volontariat à l'étranger. Et j'avais pas encore dit où, je crois. Mais et donc en fait c'est mon meilleur ami de lycée, avec qui on s'était quand même un peu éloigné parce qu'entre-temps il était parti en Nouvelle-Zélande, etc., qui m'a dit moi. Donc j'ai dit allez, super, trop bien. En fait je crois que j'aurais pas pu rêver mieux comme compagnon de route parce qu'on se connaissait déjà très très bien. On avait vécu, on était déjà parti en Corse avec un autre, on était un trio à l'époque, on était parti en Corse en stop. On avait pris le bateau et puis après on avait tout fait en stop, un bout du GR20, etc. Et c'était une sacrée expérience. J'avais 15 ans, donc c'était fou. Et du coup j'étais trop contente que ce soit lui qui parte avec moi. Et donc j'ai cherché, c'était un site qui s'appelait Solidarité Jeunesse. Donc c'est un très bel endroit en tout cas pour faire du volontariat si vous voulez en faire tout autour du monde. C'est vraiment il y a un très bon esprit, c'est très bien fait. D'abord il y a un week-end préalable en fait où on va, je crois que c'était sur Paris, c'était vers Paris, où tous les volontaires de tous les projets différents se rejoignent pour échanger, pour partager leurs craintes, leurs appréhensions, leurs expériences, ceux qui avaient déjà vécu d'autres volontariats, etc. Voilà, pour que le départ se fasse dans un bon esprit, sans appréhension, et répondre à toutes les questions qu'il pourrait y avoir, nous rassurer, se lier déjà avec d'autres gens, et faire des exercices de de prise de parole, d'échange, de choses pour vivre en communauté en fait, pour que tout se passe bien, de communication, etc. Voilà. Et donc on était parti faire ce week-end-là d'abord à Paris, et on avait choisi, et j'avais hésité entre, c'était au Mexique je crois, une plage avec des tortues. J'aurais beaucoup aimé, mais je crois que c'était peut-être pas très long, je crois que c'était que 10 jours et moi je voulais partir plus longtemps. Et donc là c'était pour la préservation des tortues. Et en fait du coup finalement on a choisi de partir en Inde du Nord, à Dharamsala. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est là où le Dalai Lama et les Tibétains majoritairement se sont réfugiés en fait suite à l'annexion du Tibet par la Chine, à la dictature chinoise en fait, qui s'est installée au Tibet. Et donc pour préserver leur culture, leur mode de vie, de pensée, d'éduquer, ils ont dû fuir le Tibet et se retrouver en Inde du Nord et passer par l'Himalaya pour arriver là. Donc c'était un volontariat très, très intense, et c'était mon premier... c'était la première grande cause en fait qui m'a touchée. C'est fou mais c'est comme quand on entend à la télé la guerre, la famine, etc. Pour beaucoup ça nous touche de loin ou voire peu, et je pensais à l'époque que j'étais insensible parce que je me disais c'est fou, moi j'en entends parler mais ça m'atteint pas plus que ça, et je me demandais si j'étais normale en fait. Et après en arrivant à Dharamsala et en côtoyant les Tibétains, en apprenant leur histoire, en allant voir différentes
différentes expositions, en allant parler avec des moines tibétains, avec des étudiants tibétains de nos âges qui avaient fui le Tibet par l'Himalaya, qui s'étaient fait tirer dessus par des soldats chinois et qui avaient survécu et qui étaient arrivés en Inde le salut, quoi. C'est un truc, c'est une expérience qui change, je sais pas, qui change, qui change la vie. Et ouais, c'est là qu'on se rend compte, qu'on n'a pas vécu, enfin qu'on n'a rien vécu comparé à ces gens-là au final. Et moi, avec mon empathie, j'étais tellement révoltée par cette histoire, par l'histoire du Tibet. On a participé à une marche pour la paix, une marche pour libérer le Tibet. C'était trop beau et en même temps trop triste. Mais c'était magnifique, quoi. Et de savoir que même pendant que j'y étais, il y a des moines s'immolaient publiquement, parce qu'ils trouvaient que c'était la dernière solution pour exprimer la souffrance de ne pas pouvoir vivre dans leur pays et puis enseigner librement leur culture, etc. Enfin, on a visité les archives qu'ils ont pu sauver et tout le Parlement qui s'est décalé à Dharamsala, et on a visité les archives tibétaines, les endroits où ils essayent de préserver leur art qui est très minutieux, très beau. Bref, en fait, c'était un volontariat qui était moitié sensibilisation du coup à la cause tibétaine et moitié sensibilisation aussi à la cause indienne, enfin aux écoles, à une école en particulier indienne qui était dans la montagne, dans les contreforts du coup de l'Himalaya, où il fallait à peu près 1 heure et demie à pied tous les jours pour aller et revenir, et puis ensuite revenir. Et donc on pouvait pas y accéder en véhicule à moteur, et on y allait pour rénover, parce qu'il y a eu des personnes qui devaient la rénover, mais ils n'étaient plus revenus. Donc du coup, c'est le programme de volontariat qui a pris le relais, et j'ai trouvé ça bien qu'on ait fait les deux, en fait, qu'on ait vu la cause tibétaine et qu'on ait aidé une école indienne. J'ai trouvé ça très très bien. Donc un jour sur deux à peu près, c'était un jour on allait à l'école rénovée. Donc on faisait des escaliers, on enlevait des barbelés par exemple, parce que la cour était entourée de barbelés, donc pour des enfants d'école primaire c'est pas top non plus. Donc on a remplacé par des barrières. Il y avait tous les toilettes à faire, à repeindre. Moi qui avait un peu la fibre artistique, j'ai voulu finir des fresques qui n'avaient pas été finies sur le mur de l'école, et j'aimais bien parce que à la récréation les enfants venaient me regarder peindre, et je voyais qu'ils étaient contents que je finisse les dessins qu'il y avait sur le mur. Et je me suis rappelé que moi à l'école maternelle, parce qu'il y avait aussi maternelle et primaire, j'adorais les dessins qu'il y avait il y avait une grande fresque sur le mur de la maternelle, puis je m'amusais je sais pas, à faire semblant de peindre, etc. Et j'aimais beaucoup, donc je me suis dit, je sais que ces dessins, ça participe quand même à l'éveil des enfants et au fait qu'il y ait une ambiance plus belle et plus joyeuse. Donc voilà, c'est ce que j'ai fini cette fresque. Dans ce volontariat, ça m'a ouvert à tellement de choses. Enfin, c'était impressionnant, quoi. On était une Coréenne, une Chinoise, un Suisse, une Allemande, une Russe et 2 Français à être dans le programme de volontariat. On s'est tous hyper bien entendus. On a vu le Dalai Lama aussi. On est allé voir une conférence du Dalai Lama, et c'était très impressionnant et génial de voir ça aussi. Voilà. En même temps que tout ce que je vous ai dit de la rencontre avec les moines, avec les adolescents, avec le Parlement, avec aussi un orphelinat. Et donc ouais, tout ça c'était voilà, ça m'a sensibilisée très très profondément à la première cause mondiale, on va dire, puisque je trouve que c'est une cause mondiale.
Voilà. Et donc une fois fini, on a été récompensé par un trek dans l'Himalaya, enfin dans la neige, etc. Donc c'était assez costaud. On a dormi dans des bâtiments sans fenêtres, alors qu'il y avait de la neige partout, etc. On faisait bouillir l'eau pour la boire, pour manger. Mais c'était génial. Enfin, c'est fou aussi de se dire que on sondait comme ça, il y avait juste quelqu'un qui sondait devant avec un petit bâton pour voir si on n'allait pas plonger dans un trou et se retrouver coincé. Mais voilà, tout s'est très bien passé et j'avais tellement peur parce que moi j'ai vraiment du mal avec le froid. C'était très dur pour moi d'être dans le froid, de pas pouvoir me réchauffer même la nuit, etc. Mais ça va, j'avais peur que ce soit pire que ça et ça a été. Voilà, ensuite quand on est reparti, on est descendu vers voir le Taj Mahal et puis on est descendu voir après Jodhpur et Jaipur qui sont la ville bleue et la ville rose et c'était juste magnifique. Impressionnant à quel point tout était magnifique, tous les palais, toute l'architecture, tout ça c'était magnifique. Et d'aller de guest house en guest house avec parfois des toilettes improbables, de prendre le train sans porte avec 3 couchettes comme ça où nous on était tout en haut puis il y avait 2 autres personnes en dessous. De prendre des bus qui faisaient 12 heures de bus, donc toute la nuit, où les gens faisaient leurs besoins dans le bus, et donc ça sentait après dans tout le bus, et après jeté par la fenêtre. C'était génial. Mais voilà, tout ça pour dire à quel point c'était un voyage qui change l'Inde. Je pense que ça change n'importe qui. ça chamboule tout, en fait. Après, évidemment, il y a des choses des réalités qui sont un peu plus dures, comme tous les accidents de la route, les morts qu'on voit sur la route, et les vaches qui mangent des détritus, qui sont sur des montagnes de détritus. Ça c'est sûr que c'est une des parties qui montre une autre réalité de la planète aussi. Mais ça montre aussi à quel point on vit dans une société qui est très aseptisée. Moi je disais, si le TGV et la porte ne se ferme pas, il ne part pas. Alors que là-bas, les trains n'ont pas de porte. Et quelque part, je me disais, est-ce que ça fait pas peut-être des adultes et des enfants plus responsables de fait que ça soit moins aseptisé et plus débrouillard. Mais bon, une question. Et aussi peut-être développer aussi une certaine immunité. En tout cas, j'ai pas été malade en Inde, donc je suis quand même assez fière de moi parce que j'ai mangé de tout et bon, je fais un peu attention, mais j'ai mangé ce que je voulais et j'ai pas été malade. Contrairement à quand même les autres ont été un peu malades. Si, j'ai eu mal à la gorge, très très mal à la gorge, et ça m'a fait peur parce que j'avais peur de pas pouvoir arriver à faire aller rénover l'école et du coup je m'étais souvenue d'une technique que m'a dit ma maman juste avant de partir. J'ai dit mais pourquoi tu m'as jamais dit cette technique? C'est une technique mentale en fait, d'aller voir ses médecins intérieurs et que je vous expliquerai peut-être dans une vidéo si vous avez envie. Et en gros on va leur demander ce qu'il faut pour nous soigner et puis après on le fait et puis après on est guéri. Et moi ça a marché. J'avais plus du tout mal à la gorge alors que j'étais vraiment partie, je pense, sur une bonne angine. Et puis voilà, en fait, ça a disparu en faisant ce que mes médecins intérieurs m'ont dit. Donc, ce sera pas la première fois que je les utiliserai. Enfin, ce sera pas la dernière fois que je les utiliserai. Du coup, je vous en reparlerai pour d'autres trucs. Mais en tout cas, ils m'ont été très très utiles dans ce moment-là. Voilà. Donc ensuite, retour en France après l'Inde. Et ouais, ça a été un retour très pesant parce que j'ai eu l'impression de vivre déjà pour la première fois, de me sentir libre pour la première fois,
et d'avoir, je sais pas, je suis revenue, je me rappelle, j'avais dit à ma thérapeute, j'avais l'impression d'avoir la clairvoyance, d'être en paix, d'avoir, je sais pas, j'avais l'impression d'être au sommet de ma vie, au sommet des émotions, enfin je sais pas comment dire, j'étais là quoi, je flottais au-dessus des nuages, j'étais bien, et puis en fait après la réalité m'a rattrapée petit à petit. Alors certes j'étais tellement contente d'avoir une bonne eau chaude, mais après je me suis sentie pas très bien, et de plus en plus en décalage avec ma vie et la société, et aller retravailler en tant qu'iné dans mes remplacements. Voilà, le décalage avait commencé largement à s'amorcer, et j'avais goûté à ce sentiment de liberté et de vie en partant, et ça a été le début le début de quelque chose qui me quittera jamais en fait. Voilà. Voilà pour cet épisode-là, je pense que je vais m'arrêter là. Et puis on continuera après pour vous dire ce qui s'est passé par rapport au moment en fait où je vais avoir ma maladie au poignet, et ce qui va se passer par la suite. Voilà, qui va m'arrêter, m'aider à arrêter d'être kiné au final. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous. J'espère que mon épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire des retours, ou ce que vous voulez, ou ce que vous aimeriez peut-être entendre plus ou moins, ou des choses comme ça, et à partager où vous en êtes aussi. Et voilà, je vous souhaite à tous un bon courage et beaucoup d'énergie dans votre quête de vous-même et de votre vie, et du chemin avec un grand C, et de la voix avec un grand V. Voilà, à bientôt pour le prochain épisode. Au revoir.